Bien, chers compatriotes, Brazzaville de Pointe-Noire, je vous dis bonsoir. Je fais une petite intervention rapidement pour intervenir. Je m'excuserai pour la voix, j'ai un petit chat dans la gorge. Je fais une petite intervention pour défendre un petit peu le candidat Éric Zemmour. Voilà. Éric Zemmour, c'est un candidat très atypique. Que certains aiment, que d'autres détestent, qui a la parole et le verbe bien pondu et bien tranché, qui a pour lui le mérite quand même d'avoir été cohérent dans le droit fil de sa pensée, qu'elle soit idéologique ou programmatique, voire même pragmatique de son point de vue. Et Éric Zemmour, aujourd'hui, est quelqu'un sur qui il y a une certaine forme de lumière et qui attire beaucoup l'éclairage sur lui, notamment au niveau des médias. Il est aujourd'hui écouté par les cadors de la droite politique française. Et si il en est arrivé à ce niveau-là, c'est que, très visiblement, la voix de Éric Zemmour compte. Donc, puisque la France est le pays des droits de l'homme et de la démocratie par excellence, laissons à Éric Zemmour le verbe de la franchise qu'on lui connaît et le mérite de nous servir, ma foi, un son de cloche qui est certes assez similaire à celui qu'on a toujours entendu du côté du Front National, mais qui dénote également d'une certaine forme de pragmatisme. Donc le faux procès qu'on lui intente pour étouffer sa parole, étouffer ses convictions, les idéaux qu'il a à faire valoir, dans le cadre d'une élection présidentielle française qui sera très singulière, ce faux procès-là qui lui est intenté, l'est fait à dessein pour espérer ne pas le voir, pourquoi pas arriver au second tour de l'élection présidentielle de 2022. Nous sommes en démocratie, et en démocratie, il faut laisser à chacun le soin de dire ce qu'il a à dire. Tout le monde n'est pas aujourd'hui d'accord en totalité sur les propos d'Éric Zemmour, mais à contrario, cela ne veut pas non plus dire que tout le monde est contre Éric Zemmour. Il y a aujourd'hui des gens qui, sur certaines thématiques, notamment sur le fait de sortir de l'OTAN, les arguments que M. Zemmour a développés étaient percutants, lorsqu'il a expliqué que l'OTAN aujourd'hui ne sert plus à rien, la France n'a plus à y être, le pacte de Varsovie c'est de l'oubliette, la chute du mur de Berlin on l'a tous vécu, donc l'objectif, si vous voulez, l'objet pour lequel avait été créé l'OTAN à l'époque, aujourd'hui est totalement désuet et caduc. Et cet OTAN-là, qui avait été créé dans un but précis, n'a aujourd'hui aucun fondement. Et de ce point de vue, je n'ai pas vu beaucoup de gens rallier Éric Zemmour sur ces propos-là, alors que, une fois n'étant pas coutume, il était exactement aligné sur la position de celle de M. Mélenchon. Ne serait-ce que déjà sur cet exemple, ce que ça m'évoque moi, c'est qu'aujourd'hui, le sentiment, c'est que véritablement, on a beaucoup de gens qui sont passionnés de politique, mais qui sont passionnés de politique, mais qui sont dans leur approche plutôt dictateurs, dans le sens où ils n'aiment pas que d'autres sons de cloche soient émis outre le leur. Hein, c'est bien ce qui est arrivé à Éric Zemmour, justement, à l'occasion du débat qu'il a eu avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, ils ont eu un point de convergence sur la sortie de l'OTAN. Le vrai débat, et en fait la vraie division, ou on va appeler ça la confrontation de fond qu'il y a eu entre les deux, a plutôt été marquée par l'identité de la France aujourd'hui. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a longuement développé cette idée de la France multicolore, multiraciale, de la créolisation, et
Éric Zemmour a pour sa part parlé de l'assimilation. Donc, ce sont deux approches diamétralement opposées, mais qui, in fine, lorsqu'on prend le temps de réfléchir une seconde, aboutissent quand même bien au même objectif. C'est-à-dire que dans la créolisation, l'idée, c'est de permettre le brassage des cultures, l'intégration progressive, et qui dit intégration progressive, donc dit, au final, même si Jean-Luc Mélenchon n'a pas voulu utiliser le même mot, intégration progressive, l'objectif c'est quand même qu'à un moment donné, les immigrés qui viennent en France finissent par totalement être imprégnés, ou alors on va peut-être dire en partie, mais étant donné qu'ils sont en France, et que ce sont les lois françaises qui ont à s'appliquer, donc ils auront quand même totalement à s'imprégner de la culture française, des lois françaises, du système de pensée occidental, outre le fait justement qu'ils aient une culture d'origine avec notamment, puisque c'est ce qui est également inclus, avec notamment le droit à la différence, religieuse. Voilà. Éric Zemmour, pour sa part, a évoqué l'assimilation en expliquant simplement que l'assimilation, c'est quoi? C'est que quand on est un étranger et qu'on vient s'installer en France, au-delà de parler la langue française, il faut totalement épouser les lois, les valeurs, les mécanismes institutionnels français, le système de pensée français, parce que je pense que ça traduisait aussi, enfin probablement, cette idée. Donc épouser voilà, la culture française dans son ensemble, dans son entièreté, sans rien renier, quitte à, pourquoi pas, envisager la possibilité de changer les prénoms de ses enfants, si tant est que la loi française l'exigeait. L'assimilation, c'est ça. Donc c'est un degré d'intégration beaucoup plus poussé, beaucoup plus incisif que le degré d'intégration de la créolisation dont parlait Jean-Luc Mélenchon. Donc, que les gens disent sur la toile, oui mais Éric Zemmour est raciste, je ne comprends pas bien ce qu'il y a de raciste à être nationaliste en disant qu'il y a en France des lois et que ces lois ont à s'appliquer à tous ceux qui y vivent, sans distinction de leur appartenance, de leur croyance religieuse et autres, et qu'à partir du moment où on était en France, il fallait s'assimiler à la République française. Donc, est-ce que le fait de dire ça fait d'Éric Zemmour un raciste? Pour on va dire les tenants et les défendeurs de cette thèse, c'est assez incongru que de le considérer, parce que l'assimilation n'est pas synonyme de xénophobie. L'assimilation n'est pas le rejet de l'autre. L'assimilation, c'est simplement le fait de dire, si tu viens habiter dans mon pays, il y a des règles à suivre, il y a des dispositions qui existent, et elles s'imposent à tout le monde. Après tout, là où je rejoins Éric Zemmour, c'est que dans la devise même de la nation française, il y est question de égalité, on parle d'égalité, on parle de fraternité. Hein. Bon, donc on comprend bien qu'à partir du moment où il y a égalité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il ne pourrait y avoir des degrés de différenciation au nom de je ne saurais quelle tolérance, voire même au nom de je ne saurais quelle exception de culture, parce qu'on serait musulman, on aurait plus de droits à faire valoir ses valeurs et sa culture musulmane que ne le ferait un catholique ou un protestant. Et donc c'est bien là tout l'enjeu du débat et toute la symbolique de la portée de ce que Éric Zemmour était en train d'expliquer, à savoir que l'assimilation française, c'est une assimilation, ce qu'il laissait entendre, c'est que l'assimilation française, c'est une assimilation à tout ce qu'incarne la France, à tout ce que représente la France, sans rien oublier, sans rien mettre de côté, parce qu'il ne pourrait pas y avoir d'exception pour les uns,
tandis que sur la base de la même loi, on l'imposerait aux autres. Donc c'est de ça dont parlait M. Éric Zemmour. Donc quand je vois là les commentaires sur les réseaux sociaux dire que M. Zemmour est xénophobe, de deux choses l'une, ou alors on est fanatique de Jean-Luc Mélenchon, que j'aime bien parce que ce monsieur est percutant, il a une vraie vision pour la France, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc soit on a un excès de fanatisme vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, soit on a un excès de fanatisme par, je dirais, habitude ou par résilience accoutumée sur le fait que la France, par le passé, a toujours été rythmée dans sa politique par les partis de droite et de gauche, et que cela ayant changé, ça a profondément marqué les Français, qui considèrent donc que n'ont droit de citer que les représentants de la gauche ou de la droite. Aujourd'hui, on a ce clivage politique français, droite-gauche, qui a été complètement défragmenté par l'avènement d'Emmanuel Macron, ce qui laisse un espace d'expression de nouvelles idées, de nouvelles approches idéologiques, philosophiques, politiques, sociales, économiques sur la France. Et la position de Éric Zemmour en fait partie. Donc, Éric Zemmour a dit ce qu'il avait à dire. Il n'y a pas aujourd'hui à considérer que sur la base de la sortie de l'OTAN, il serait xénophobe. Sur la base de l'assimilation à la culture française, il serait xénophobe. Parce qu'encore une fois, il faut bien qu'on sache ce qu'on met dans l'expression xénophobie. Aujourd'hui, quand vous allez dans les pays du Maghreb, on voit bien que même si on n'impose pas une forme d'assimilation, on va dire, extrême aux étrangers qui vont aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite ou au Qatar, ou au Qatar, même si on n'impose pas une forme d'assimilation extrême, il y a quand même des règles de base qui sont imposées. Aujourd'hui, vous allez dans ces pays-là, vous verrez bien que la culture occidentale est à peine tolérée. C'est bien parce qu'il y a une forme d'assimilation, une forme d'exigence du respect de la culture musulmane qui est imposée dans ces pays-là. Et les étrangers, quand ils y vont, ils se plient aux règles. Vous ne verrez pas dans ces pays-là, par exemple, des heures d'ouverture de piscine permis, les heures d'ouverture de piscine permises, juste pour les étrangères. Vous allez dans les lieux publics, notamment au niveau au niveau des piscines, et ben, vous verrez que tout le monde, et plus ou moins les femmes sont couvertes. Voilà. Il n'y a pas une femme occidentale qui se vêtirait en maillot de bain avec le corps à moitié exposé, parce que dans ces pays-là, ce n'est pas quelque chose de tolérable ni d'acceptable. Et donc, c'est aussi de l'assimilation. C'est pour ça que je ne comprends pas, je n'adhère pas à ceux qui font des reproches manichéens à Éric Zemmour en disant de ce monsieur qu'il est xénophobe, qu'il s'est perdu dans ses propos. Au contraire, je l'ai trouvé un peu plus cohérent d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon sur certaines thématiques. Je l'ai trouvé beaucoup plus pointu. J'ai trouvé qu'il est allé beaucoup plus loin dans l'exposé de sa réflexion que n'a pu le faire Jean-Luc Mélenchon, qui m'a paru, pour une fois, et cela n'étant pas de coutume, qui m'a paru un peu fébrile de temps à autre. D'ailleurs, on a même vu, c'est tant et si bien vrai que d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon a été des deux débatteurs celui qui a le plus interrompu l'autre pendant qu'il était en train d'égrener sa vision des choses et ses arguments. Et c'est bien aussi là une forme de manœuvre politique qui consiste à désarmer l'adversaire quand on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit ou quand on est mal à l'aise avec les propos qu'il est en train de démontrer de par son exposé. Il y a eu aussi un autre sujet que les partis ont évoqué, enfin il y en a eu plusieurs, hein. Il y a eu un autre sujet, c'est celui du pouvoir d'achat des Français, où Mélenchon a soutenu que
la France est un pays extrêmement riche et que avec la crise de la Covid-19, les foyers, les familles les plus aisées s'étaient encore plus enrichis, je crois de l'ordre de 30%, tandis que les foyers les moins aisés et les familles marginalisées étaient de plus en plus pauvres. Et que donc, de ce constat résulte le fait pour Jean-Luc Mélenchon d'expliquer qu'il faut rééquilibrer, oui, il faut rééquilibrer, il faut redonner du pouvoir d'achat aux Français, et ça, on ne peut le faire, et puis recréer ce qu'il a appelé, alors j'ai oublié un peu l'expression, mais ça semblait correspondre à une forme de plan d'urgence sociale, parce qu'aujourd'hui on a un plan d'urgence sanitaire, ils ont mis en place un plan d'urgence économique, et Jean-Luc Mélenchon évoquait le plan d'urgence sociale, en disant que la France était un pays où l'écart de richesse entre les personnes aisées et les personnes pauvres avait atteint un niveau de profondeur, un niveau de creuset qui justifiait un plan social d'urgence pour la France, afin de recréer une certaine forme d'égalité sociale, ou on va dire une certaine forme de nivellement par le haut, en augmentant notamment le SMIC. Parce qu'il considère que la France, elle est riche. Elle fait partie des pays les plus puissants au monde sur le plan économique, que c'est un pays qui s'est fortement industrialisé et que le savoir-faire français, aujourd'hui, s'exporte et se vend tant au niveau local qu'il s'exporte au niveau international. Ce à quoi M. Zemmour a simplement expliqué que, évidemment, sa vision de la France n'était pas celle-là, que de son point de vue, la France était un pays qui n'était pas aussi riche que cela, parce que cette France-là a plus ou moins cédé de sa souveraineté à l'Union européenne sur le plan monétaire, sur le plan économique, que les grandes puissances que sont la Chine et les États-Unis sont davantage aujourd'hui plus puissantes que la France. Ne l'a été il y a 40 ans, c'est ce que disait Zemmour, qu'il y a 40 ans, la France était la 4e puissance économique du monde, qu'aujourd'hui elle en est quasiment la 26e. Et lorsque Zemmour dit ça, on dit... alors, qu'est-ce qu'il aurait à dire, par exemple, là-dessus? Est-ce qu'on dira aussi que cette approche, ces chiffres qui ont été donnés par Éric Zemmour, relevaient plus de l'humour que du sérieux qu'il devait y avoir dans le cadre d'un débat de ce calibre et de cette intensité? Je laisse aux gens le soin de commenter et d'apprécier, mais lorsque Éric Zemmour explique que la France n'est pas aussi riche que ça, en réalité et en vérité, il n'a pas tort. Parce que lorsque vous regardez une France qui, il y a 40 ans, était 4e puissance économique du monde et qu'elle est aujourd'hui la 27e puissance économique, en termes de richesse par tête d'habitant, pas par PIB brut, je fais la différence, ça prouve bien qu'il y a un problème. Et lorsque Éric Zemmour le dit, il est en train de démontrer que le niveau de richesse par tête d'habitant en France est aujourd'hui en reculade et bien en deçà de ce que c'était il y a 40 ans. Et là, il est concret dans son exposé, et ces chiffres-là, il avait dit, Éric Zemmour, ce sont les chiffres de l'INSEE. L'INSEE est une institution extrêmement sérieuse, reconnue pour la sensibilité de ses annonces, reconnue pour la probité des chiffres qu'elle a toujours donnés. Et là, pour le coup, on a quand même vu Jean-Luc Mélenchon hésiter et expliquer que Éric Zemmour se trompait et que sa vision à lui de la France, de ce qu'il expliquait, était fausse. Donc voilà, là, je pense que mes chers amis, à un moment donné, il faut qu'on arrête, il faut que l'Africain arrête d'être facilement, j'ai envie de dire, lobotomisable, d'être facilement phagocytable, parce que il y a vraiment ce sentiment que tout ce qui pourrait s'apparenter comme un discours, alors qui n'est pas ostracisant, parce que ce mot a régulièrement été utilisé par Jean-Luc Mélenchon pour dézinguer Éric Zemmour, tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui a un caractère de discours qui
ne s'apparente pas à la pensée collective, est toujours perçu comme quelque chose d'extrêmement dangereux, comme quelque chose de laquelle il faudrait constamment se méfier, alors que dans bien des cas, la preuve peut être assez facilement faite qu'il y a de la cohérence dans ce que disent des gens qui sont réprouvés dans leurs arguments par d'autres, parce que ces autres personnes-là ont été accoutumées au clivage gauche-droite, et que ça leur est aujourd'hui indigeste d'entendre les propos d'Éric Zemmour, notamment sur le débat qu'il y a eu avec Jean-Luc Mélenchon. Donc Éric Zemmour n'a pas dit que des bêtises. Au contraire, je trouve qu'il a été assez incisif. Le seul bémol que moi j'ai à faire sur les propos d'Éric Zemmour, c'est que c'est vrai, mais ça aussi c'est aussi dû aussi, j'ai envie de dire, à la lecture historique qu'il a de la France. C'est lorsque Éric Zemmour a expliqué, dans un degré d'appréciation beaucoup plus profond, que le fait de voir une tête de gendarme être coupée, le fait de voir les forces de police en France être dézinguées, être attaquées, être combattues dans leur travail au quotidien, ça s'apparentait à un début de guerre civile. Et qu'il a ensuite employé le mot djihad. Alors ça fait émouvoir les cœurs, ça a créé une passion, et puis ça a tout de suite augmenté, si vous voulez, l'intensité de la réprobation du discours Zemmour. C'est-à-dire que, Zemmour en fait trop, Zemmour a encore dit quelque chose qui est surréaliste et qui ne va pas du tout arriver en France. Parce que la France est un pays dans lequel ce genre de choses ne peut pas arriver. Eh ben non, Éric Zemmour est quelqu'un d'assez prévoyant, il voit un certain mal arriver, il voit qu'il y a une forme d'islamisation radicale qui est en train de combattre la France libre, la France égalitaire, la France dont il apparaît clairement que les services de l'ordre ont pour mission de défendre, de protéger les Français, quels qu'ils soient musulmans, qu'ils soient protestants, qu'ils soient catholiques, ou qu'ils soient même athées. Le rôle de la police française, le rôle de la gendarmerie française, c'est de défendre les Français, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur confession religieuse. Et c'est prévu dans la Constitution du 4 octobre 58. Donc lorsque Zemmour le dit, en expliquant qu'il y a une forme de djihad qui a commencé, parce qu'il a pris le temps aussi, Zemmour, de discuter avec des intellectuels politologues musulmans, des intellectuels philosophes musulmans, des intellectuels, je dirais, analystes du Moyen-Orient, notamment sur comment vous dire ça? On va dire ça comme ça, les symptômes, les raisons qui, progressivement, sans l'air de rien, concourent à des situations du type du djihad auquel le monde est aujourd'hui confronté. Il a raison de dire que le djihad, ça peut aujourd'hui commencer par, d'abord, c'est quelques attaques sporadiques qui sont menées contre les forces de l'ordre. Demain, ça va être des bandes mieux organisées, mieux structurées, beaucoup plus outillées. Derrière, il y a la propagande sur les réseaux sociaux, sur l'islam radical. Et donc, oui, il y a une forme de djihad qui est en train de monter en France, et ça commence dans les quartiers populaires. Ça commence dans les quartiers populaires, et ces jeunes ne font pas ce qu'ils sont en train de faire parce qu'il y a un problème de pauvreté. Ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire parce qu'il y a un problème de logiciel civilisationnel. Et Zemmour a raison de le dire. On ne peut pas considérer aujourd'hui que la misère qu'il y a dans les immeubles, dans les quartiers où la police ne va plus, elle serait essentiellement due à des données et des raisons économiques, alors qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie guerre de civilisation. Et moi, je ne comprends pas bien aussi le fait que la plupart des Africains aujourd'hui en viennent à considérer que Zemmour est totalement à côté de ses baskets. Mais, excusez-moi, est-ce que ce ne sont pas nous, les Africains, qui voulons aujourd'hui être totalement affranchis
de la France. La France et l'Afrique en est aujourd'hui à ce à quoi on assiste, parce qu'il y a un moment donné, dans les années 1883, avec notamment de Brazza, il y a eu une guerre de civilisation. Les Français sont venus nous imposer leur culture, leur façon de s'habiller, leur façon de penser, leur façon d'être, leur façon de réfléchir, leur façon d'agir. C'est ça la guerre de civilisation. Ce n'est pas autre chose. Donc lorsque Éric Zemmour explique simplement, dans le cadre du débat qu'il y a eu hier, que aujourd'hui, la France est en train d'être plus ou moins balkanisée dans notamment les grands quartiers où la police, la gendarmerie n'y a plus accès parce qu'il y a une forme de guerre de djihad qui est en train une guerre du djihad qui existe, qui est factuelle, entre les jeunes musulmans qui décident de vouloir imposer le système civilisationnel musulman à des tas de personnes qui habitent dans des quartiers, qui habitent dans des quartiers importants, avec des immeubles innombrables, et des familles de différentes cultures civilisationnelles, de voir aujourd'hui que les musulmans essayent d'imposer le système culturel de pensée musulman aux juifs, aux protestants, aux catholiques, aux athées qui habitent dans ces zones urbaines, ces communautés urbaines. C'est une façon pour Éric Zemmour d'expliquer simplement qu'il y a là un danger qui est important et qu'il faut que la France retrouve de sa souveraineté culturelle. C'est-à-dire que l'assimilation, c'est le fait qu'aujourd'hui, un musulman qui vient s'installer en France, vienne s'installer en comprenant bien qu'il doit s'assujettir, qu'il doit s'astreindre aux lois, aux règlements, aux ordonnances, aux arrêtés, aux décrets français, au Made in France, à la pensée, au système de pensée français. Parce qu'à un moment donné, quand les étrangers vont dans les pays maghrébins, eh ben, ils sont tenus par le système de pensée, justement, musulman. Voilà. Les pays où la charia est appliquée, les pays où l'islam a été institué et incorporé dans les constitutions, et c'est bien le cas dans la plupart des pays musulmans, ce sont des pays islamistes, mais l'islam et la politique dans ces pays-là, c'est une même et seule chose. Ce n'est pas qu'une religion. Ce n'est pas qu'une religion. C'est une seule et même chose. Et quand Zemmour le dit, il a parfaitement raison. Vous allez au Qatar, vous allez en Arabie Saoudite, ou vous allez aux Émirats Arabes Unis, vous n'allez pas décompartimenter les musulmans de l'islam. Et vous n'allez pas décompartimenter l'islam du politique. Les trois sont intrinsèquement liés. Et il a raison de le dire. Et c'est exactement aujourd'hui, par analogie, ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique. On a été complètement occidentalisé. On est aujourd'hui incapable de penser par nous-mêmes. On est tributaire du système de pensée français. On est tributaire de la culture française. Regardez comment on s'habille. Regardez ce qu'on mange. Regardez comment est-ce que nous réfléchissons. Regardez comment nous pensons. Regardez même au niveau des institutions telles qu'elles existent depuis les indépendances en 1960 jusqu'à aujourd'hui, 61 ans après, la plupart des pays d'Afrique francophone ont exactement le même système de pensée, les mêmes types d'institutions, la même culture. Donc la guerre de civilisation, Zemmour, je suis désolé de le dire, il a parfaitement raison, et je trouve que là-dessus il était percutant. Il faut que les pays puissent retrouver de leur souveraineté culturelle. Et ça équivaut à imposer les règles, les règlements, les lois chez soi. Apprendre ou à laisser, qui qu'on soit, on n'a pas à avoir des passe-droits, on n'a pas à avoir des exceptions et des privilèges parce qu'on serait musulman, parce qu'on serait protestant ou parce qu'on serait catholique. Là-dessus, pour moi, les choses sont claires et Zemmour ne s'est pas trompé en expliquant ça à l'occasion de ce débat. Alors on a voulu faire passer pour un fou, pour un illuminé qui est xénophobe, qui est contre l'étranger, qui est contre les cultures qui ne sont pas celles de la France. Ce n'est pas ce que Éric Zemmour a dit. Je crois d'ailleurs, à l'occasion du débat, l'avoir entendu considérer qu'il n'avait rien à reprocher aux musulmans français, sauf que de son point de vue, les musulmans français, notamment devenus français par naturalisation, qui commettaient des actes de terroristes sur le territoire français, devaient être expulsés.
Et même lorsqu'il dit ça, on essaie toujours de voir en filigrane la perfidie xénophobe de Zemmour. Alors que là, pour le coup, quand il le dit, il a raison. Quelqu'un qui vient dans votre pays, qui en acquiert la nationalité et qui commence à poser des actes de terrorisme, et actes de terrorisme qui portent atteinte à l'intégrité physique d'autres personnes, cette personne-là, il faut effectivement lui retirer la nationalité et lui faire des peines de prison et l'expulser ensuite. Et Zemmour a parfaitement raison de le dire. Donc c'est une hypocrisie typiquement française de crier à la xénophobie quand Zemmour le dit, et puis quand à la rigueur c'est Macron qui le dit, on dit oh c'est pas grave, en même temps il a raison, hein, il faut faire comme ça. Si ça avait été Sarkozy qui l'avait dit, on aurait dit bon c'est pas grave, ou à la rigueur on aurait glissé, on aurait surfé sur l'idée de ce que Nicolas Sarkozy serait allé un petit peu surfer sur les idéaux d'extrême droite. Nous sommes dans un monde qui se globalise. Nous n'avons plus intérêt à être dans les carcans de courants de pensée politique. Zemmour, pour terminer, a vraiment été pas au-dessus de Mélenchon. Je n'irai quand même pas jusqu'à dire ça, mais il a dit ce qu'il avait à dire. Je l'ai trouvé beaucoup plus précis, beaucoup plus incisif, même si ça lui a donné un caractère d'ultranationaliste, donc en filigrane de xénophobe. Le fait est qu'il a raison. La France doit retrouver de sa souveraineté culturelle. Et c'est bien ce que nous, les Africains, nous évertuons à réclamer à la France, c'est-à-dire une débalkanisation de l'Afrique. Et c'est aujourd'hui ce que Zemmour veut de la France, c'est-à-dire une débalkanisation de la France vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Union européenne. Donc quand on dit que Zemmour est xénophobe, j'ai envie de me dire, les Africains sont soit naïfs, soit extrêmement idiots de considérer que Zemmour est xénophobe et que Mélenchon le serait moins. Parce que Mélenchon fait attention avec les lignes rouges, il essaie plutôt d'arrondir les angles pour ne pas créer des fractures frontales et marquées dans le système de pensée occidental, du système de pensée, je dirais, maghrébin ou musulman. Le fait est que la guerre des civilisations, elle est réelle. Et ce n'est pas une bêtise lorsque Éric Zemmour le dénonce. Voilà, moi c'était ce que je voulais dire ce soir, mes chers amis. Pour tous ceux qui ont suivi ce débat d'hier, je suis d'accord avec quasiment 70% de tout ce que Éric Zemmour a dit hier à l'occasion du débat, notamment sur la débalkanisation de la France, notamment sur la sortie de l'OTAN, notamment sur l'assimilation des étrangers en France, c'est-à-dire sur la base d'un dispositif qui irait beaucoup plus loin que la créolisation dont a parlé Jean-Luc Mélenchon, sur le fait que la devise de la République française est diamétralement opposée à l'idéologie même de la religion musulmane. Et quand on dit ça, il n'y a pas à s'en émouvoir. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait appliquer la charia en France? Non, parce que c'est un système de pensée musulman. C'est aussi simple que ça. Dans le Coran, la femme est assujettie à l'homme. Au niveau de la France, la femme et l'homme, c'est égalité des droits, égalité des chances. Donc on voit bien, ne serait-ce que déjà sur ces deux exemples-là, que oui, effectivement, le système de pensée culturel arabo-musulman est sans commune mesure avec le système de pensée occidental. Donc l'émotion, l'émotivité, la réprobation, je dirais, diffuse et subjective, ça ne sert à rien et ça ne fait qu'enliser la France dans ce dont elle a besoin de sortir, c'est-à-dire de retrouver son identité culturelle. Voilà. C'était un petit peu le coup de gueule, ou on va simplement dire la volonté de défendre un peu Éric Zemmour, parce qu'il ne faudrait pas croire que tout le monde est contre Zemmour. Il est passionné par ce qu'il dit, il croit en ses convictions, il a une idée précise de ce qu'il veut de la France, de son identité, de sa souveraineté, de son image, et de la place que doit être la France dans le monde. Donc, quand ne lui on fasse pas le reproche, il est français, la France est un pays soi-disant démocratique, donc il a le droit de penser comme il l'a fait hier sur le plateau.
Quant à Jean-Luc Mélenchon, je ne l'ai pas trouvé particulièrement saillant, contrairement à ce qu'il a coutume de montrer à l'occasion de ses sorties médiatiques. Mais voilà, il a été tout aussi valeureux et il a dit, il a défendu sa vision à lui de la France. Voilà. J'en ai terminé, c'était parfait, bon. Bye bye, nous sommes ensemble. Ciao.